L'agriculture intensive en question, des OGM autorisés en Europe, des consommateurs de plus en plus méfiants, des éleveurs et des agriculteurs français qui manifestent, vous l'avez vu. Alors, quel avenir pour l'agriculture en Europe, mais aussi ailleurs? Un retour massif à une culture traditionnelle, biologique, est-il possible? On en parle avec vous, Philippe Desbrosses. Vous êtes français, agriculteur, scientifique, mais aussi écrivain. Et on vous présente souvent comme un des pionniers de l'agriculture biologique en Europe. Alors d'abord, Philippe Desbrosses, j'ai envie de vous poser cette question. Cette mobilisation des agriculteurs en France, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard? Est-ce que c'est le symptôme d'un système agricole à bout de souffle, selon vous? Ah oui, complètement. C'est pas la première. Nous avons déjà eu en 92 ces émeutes qui ont produit la réforme de la PAC, alors qu'elle était favorable. La politique agricole commune. La politique agricole commune, alors qu'elle était favorable justement aux petits paysans pour équilibrer un petit peu les subventions qui vont majoritairement vers 15% seulement des agriculteurs, ceux qui en ont le moins besoin et ceux qui polluent le plus. Donc il faut aussi dire cette vérité. Mais vous savez, je voudrais simplement faire une parenthèse sur cette situation politique pour dire quand même aux agriculteurs, est-ce qu'ils sont conscients que le syndicat qui les défend est à l'œuvre depuis 30 ans et que de 34% de la population agricole active, on est passé à 2-3%. Ça a suivi. Ça veut dire qu'en fait, ce syndicat n'a pas beaucoup défendu l'agriculture. Il est clair que ce syndicat aussi fait de la cogestion avec le ministre de l'Agriculture et est aussi responsable de la situation actuelle que peuvent l'être tous les politiciens qui ont travaillé sur qui ont induit cette situation actuelle qui est une impasse générale. Mais comme il n'y a presque plus d'agriculteurs, on va arriver évidemment au bout. Et on n'aura bientôt plus qu'une agriculture avec des robots, les GPS, vous savez ce qu'on vous chante. C'est ça, selon vous, le futur de cette agriculture intensive? Non, c'est une évidence que c'est une folie, et c'est une folie d'y croire. On sait très bien que cette agriculture coûte une... Mais est-ce que, selon vous, l'industrie et la grande distribution, elles tendent vers ça? Est-ce qu'elles ont envie de ça? Bien sûr, elles tendent vers ça parce qu'elles maîtrisent, ainsi elles contrôlent tout le système agroalimentaire. Mais c'est évident que l'impasse est totale dans le sens où il va falloir 10 fois plus d'énergie infusée mise dans ce type de production que si c'est une agriculture, micro-agriculture, petite ferme et paysans. On ne peut pas faire une agriculture sans paysans. C'est ce qu'on essaie de faire depuis des années, parce que c'est plus facile de gérer les machines et les pesticides. Et en fait, c'est aussi une façon de s'accaparer les avancées du progrès. Quelques-uns en profitent et les autres sont exclus totalement de ce système. Alors, est-ce que l'industrie et la grande distribution, ce sont pour vous les grands méchants à la recherche de profit? Les grands méchants. Pour caricaturer. Oui, non, les grands méchants, je dirais pas les grands méchants, je dirais que c'est tout naturel lorsqu'il n'y a pas de règles, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour l'agriculture, et pas seulement pour l'agriculture, et bien évidemment, ce sont les plus forts, les plus grands prédateurs qui l'emportent, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a une part de responsabilité des agriculteurs, malgré tout? Est-ce que c'est vraiment David contre Goliath, comme vous le dites? Oui, là, pour ce qui concerne de l'agriculture intensive, c'est un choix dans lequel se sont laissés entraîner une majorité d'agriculteurs. Et ce n'a pas été votre choix, à vous, hein? Ah non, ça n'a pas été mon choix depuis le début, mais moi je l'avais senti parce que j'avais écrit il y a 30 ans « Nous redeviendrons paysans ». Et nous redeviendrons paysans, c'est un constat que la dérive de l'agriculture, cette intensification, ces monocultures industrielles, ne pouvaient qu'aboutir à des désastres. Et nous sommes en plein dedans. Vous l'avez senti quand, ça? Je l'ai senti dans les années, début des années 80, oui. J'ai senti que j'ai commencé à m'inquiéter beaucoup, moi qui rêvais de l'an 2000 comme pays de cocagne, avec abondance, paix civile, etc. Et je me rendais compte que progressivement, c'est le contraire. Abondance et pesticides, c'est plutôt ça. Abondance et pesticides. Avant d'aller plus loin, on va regarder un reportage sur votre ferme à Sainte-Marthe, en Sologne, un centre de formation, mais aussi, vous allez le voir, un véritable coffre-fort de la biodiversité. Regardez. C'est en touchant, c'est en voyant, c'est en sentant, on se dit il y a peut-être une autre façon de faire, un autre rythme à prendre, un autre rythme à avoir.
Il y a 6 ans, Katia la Parisienne décide de tout plaquer. Fini la vie de citadine, retour à la terre, comme une centaine de stagiaires chaque année. Elle est venue à la ferme pour y apprendre un métier à 1000 lieues de ses origines, devenir agricultrice et pouvoir vivre de sa production tout en étant responsable pour les générations futures. Parce que peut-être on n'a pas eu de grands-parents agriculteurs, on est peut-être encore plus exigeant. On ne veut pas d'eau, on ne veut pas utiliser d'essence, on n'utilise que du matériel de jardinage que tout à chacun peut utiliser dans ses 300 mètres carrés à côté de son pavillon. L'idée, c'est de respecter la terre et de la faire revivre. L'idée est simple, apprendre ou réapprendre à chaque citoyen à cultiver son jardin. Et le profil des candidats est tout aussi varié que les espèces à défendre, tout aussi atypiques. On y trouve même des maraîchers déjà installés qui veulent revenir à une agriculture biologique. Eh ben, on va organiser un tsunami de jardiniers pour contrecarrer Monsanto. En moins d'un siècle, les 3/4 des espèces comestibles ont disparu. Un monopole des graines savamment orchestré par les multinationales semencières qui, à coups de brevets, contraignent les agriculteurs à racheter chaque année leurs semences. Mieux, replanter des graines non répertoriées dans un catalogue officiel, puis vendre les fruits de sa production, vous rend hors la loi. Quand tu fais breveter une modification que tu fais dans une plante, plus personne n'a le droit de travailler sur cette plante. C'est un petit peu comme si Lavoisier avait déposé l'azote, tu vois, ça lui appartenait. Plus personne n'aurait pu travailler sur l'azote. Cette pièce renferme plus de 1000 variétés de graines venues du monde entier, aujourd'hui disparues de nos marchés. Véritable coffre-fort de la biodiversité. Car lutter contre la disparition des savoir-faire et la standardisation industrielle, c'est aussi une affaire de santé publique. Une pomme, produite aujourd'hui, contient 100 fois moins de vitamines que celle d'il y a seulement 50 ans. Voilà un reportage signé Grégory Fontana et Vincent Fayolle. Philippe Desbrosses, on l'a vu, vous luttez aussi donc, contre ces multinationales qui rachètent les semences, les brevets. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça? Pourquoi ça existe? Comment c'est possible qu'on puisse breveter des graines? C'est la grande question. Je suis incapable de vous répondre, mais je vous dirais que c'est justement ce qui rend notre combat le plus légitime, c'est que c'est inimaginable de laisser des individus ou des compagnies s'accaparer le bien commun. Donc, en plus, il s'agit de notre alimentation, de notre sécurité alimentaire et sanitaire à travers cet accaparement. Donc voilà, on spécule sur tout aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que ce projet de réserve de graines, ça agace les multinationales qui brevettent justement? Vous avez des échos? Je ne sais pas si vraiment on les dérange à ce point-là, parce que c'est tout à fait minime notre action. Mais c'est vrai que symboliquement... Vous avez malgré tout quand même des gens du monde entier qui vous envoient des graines. Symboliquement, elle a du poids. Et je pense que c'est ce qui les gêne en termes d'image. Mais en termes financiers, ça ne les gêne pas du tout. C'est tout à fait minime notre action. Ceci dit, il faut la poursuivre. Et ce que nous avons engagé avec Graines de Vie, par exemple, qui est une opération où on va donner les graines qu'on ne peut pas vendre, on va les donner. Et en même temps, on va enseigner bénévolement, gratuitement, à des jardiniers, des paysans, à reproduire ces graines, parce qu'on nous fait croire que c'est mystérieux, compliqué, mais en fait, ça se reproduit tout seul, une graine. Former un tsunami de jardiniers pour combattre Monsanto, oui. Vous le dites dans le reportage, oui. C'est important, ce centre de formation, il y a beaucoup de demandes. Ah oui, alors là, par contre, je peux vous dire que on a un écho très très favorable de plus en plus, puisque on est plein jusqu'à l'année prochaine, et qu'on a des listes d'attente. Donc il y a beaucoup de tous ces jeunes que vous avez vus qui réagissent positivement, qui ont déjà cette idée de se rapprocher de la terre. Non pas pour en faire carrière, non pas pour faire fortune, mais simplement pour se mettre à l'abri et préserver leur famille, avoir cette sécurité alimentaire et environnementale. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire de l'agriculture bio? Est-ce qu'on peut en vivre notamment? Pas forcément très facilement. C'est à peu près la même situation que l'agriculture en général, parce que les fruits et légumes en particulier, puisque nous sommes surtout spécialisés dans ce genre de choses, dans ce genre de production, ne sont pas payés à leur prix. Évidemment, nous sommes sous la concurrence des produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Alors même l'agriculture biologique, elle est affectée par ce commerce international, cette spéculation internationale. La grande question aussi, c'est est-ce qu'une agriculture
biologique, traditionnelle, peut remplacer une agriculture intensive? Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde avec cette agriculture biologique? Maintenant, c'est avéré, parce que vous avez des rapports de l'ONU. Et je voudrais citer simplement le rapporteur spécial Olivier de Schutter, qui a publié 2 ou 3 rapports pendant qu'il était en poste à Washington, et qui explique que si demain, nous généralisons l'agroécologie sur la planète, on double la production alimentaire de la planète en 10 ans. Tout le contraire de ce que nous racontent les adversaires ou les prédateurs de l'agriculture d'aujourd'hui. Alors pourquoi les multinationales ne s'y mettent pas, à votre avis? Parce que c'est impossible de contrôler. Voilà. La difficulté, c'est que c'est plus de l'agriculture de masse. C'est une petite agriculture localisée, saisonnière, etc. Et que là, il n'y a pas de contrôle possible avec des produits de masse sur lesquels ils font leur beurre, si je puis dire. Merci Philippe Desbrosses d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. On a entendu votre message. Merci.